On se demande souvent comment deux pays qui passent leur temps à s'insulter publiquement, à se menacer de destruction totale et à se livrer une guerre de l'ombre acharnée depuis 1979, finissent toujours par s'asseoir, même indirectement, autour d'une table de négociation. Pour comprendre ce paradoxe entre Washington et Téhéran, il faut oublier la morale ou l'idéologie et n'observer que le sang-froid des tels cultes de puissance. Si les États-Unis acceptent de discuter avec l'Iran malgré l'hostilité de leur propre opinion publique, ce n'est pas par faiblesse ou par soudain élan diplomatique, c'est parce que l'alternative, à savoir une guerre ouverte au Moyen-Orient, est un scénario que personne, pas même la plus grande puissance mondiale, ne peut se permettre aujourd'hui. Le cœur du réacteur, au sens propre comme au figuré, c'est évidemment le nucléaire. Pour les Américains, un Iran doté de l'atome, c'est la fin du monde tel qu'ils le gèrent dans cette région. Cela signifierait qu'Israël perdrait son avantage stratégique ultime et que l'Arabie saoudite se lancerait immédiatement dans la course pour obtenir sa propre bombe. On se retrouverait dans une région déjà instable avec 3 ou 4 puissances nucléaires face à face. C'est un cauchemar géopolitique absolu. Négocier est donc l'outil le plus rationnel pour geler le temps. Mais de l'autre côté, l'Iran a parfaitement compris cette peur. Ils utilisent leur programme nucléaire non pas comme une fin en soi, mais comme le levier de pression le plus puissant jamais conçu. Chaque fois que les sanctions américaines étranglent un peu plus leur économie, ils montent le niveau d'enrichissement de leur uranium. C'est une partie de poker où chaque carte est 1 gramme d'uranium purifié. C'est précisément dans ce climat de tension permanente qu'il faut analyser cette fameuse vidéo publiée par les gardiens de la Révolution. Ce n'est pas juste un clip de propagande un peu bruyant, c'est une pièce maîtresse d'une stratégie qu'on appelle la dissuasion asymétrique. En mettant en scène leur missile hypersonique Fatah ciblant une réplique de l'USS Abraham Lincoln, les Iraniens ne disent pas « nous allons couler votre porte-avions demain », ils disent « nous avons désormais la capacité technique de rendre le prix d'une intervention militaire chez nous insupportable pour vous ». Un porte-avions américain, c'est 5000 marins, des milliards de dollars de technologie et le symbole même de la fierté nationale. Si un seul missile iranien parvenait à toucher un tel navire, l'impact politique aux États-Unis serait si violent qu'il pourrait faire tomber n'importe quel gouvernement. C'est le message symbolique derrière ces images. L'invulnérabilité américaine est une illusion que l'Iran prétend pouvoir briser. Sur le plan stratégique, la publication de cette vidéo arrive à un moment charnière. Téhéran sait que la pression économique interne devient dangereuse pour la survie du régime. La monnaie s'effondre, la population gronde. Pour s'en sortir, ils ont besoin que les sanctions tombent. Alors, pour arriver à la table des négociations en position de force et non de mendiant, ils montrent leurs muscles. Ils disent aux Américains que s'ils ne choisissent pas la voie du dialogue et de la levée des sanctions, le chemin restant sera celui d'une escalade où personne n'est à l'abri. C'est ce qu'on appelle la diplomatie par le missile. On ne parle pas avec des mots, on parle avec des trajectoires balistiques et des simulations numériques de destruction navale. Mais si on sort de la communication et qu'on regarde la réalité militaire, est-ce que ce scénario est plausible? C'est là que l'analyse devient nuancée. Frapper un porte-avions en haute mer est l'une des tâches les plus ardues qui soient. Un groupe aéronaval américain est une forteresse flottante protégée par des destroyers, des croiseurs et des systèmes de défense Aegis capables d'intercepter des menaces venant de l'espace. Le missile Fatah, avec sa capacité de manœuvre et sa vitesse hypersonique, est effectivement un défi sérieux pour ces systèmes. Cependant, l'Iran devrait être capable de repérer le navire avec précision en temps réel, de traverser un rideau de défense électronique massif et de saturer les défenses avec des dizaines de missiles lancés simultanément. Techniquement, c'est possible, mais militairement, cela relèverait d'un exploit sans précédent. Pourtant, la force de cette vidéo ne réside pas dans la vérité scientifique, mais dans le doute qu'elle installe. Dans l'esprit des décideurs à Washington, il suffit qu'il y ait 10% de chances qu'un missile iranien touche un navire pour que l'option militaire devienne trop risquée. Et c'est exactement ce que l'Iran recherche, paralyser la volonté d'action de l'adversaire par la peur d'un coût trop élevé. En fin de compte, ces deux ennemis sont condamnés à s'entendre ou à se surveiller indéfiniment. Les États-Unis ne peuvent pas détruire l'Iran sans s'auto-infliger une crise mondiale majeure, et l'Iran ne peut obtenir la prospérité sans un accord avec l'Occident. La vidéo du Fatah n'est qu'un chapitre plus dans ce long récit de la survie par la menace, une danse macabre où chaque geste est calculé pour éviter le gouffre tout en s'y approchant le plus possible. Mais que se passerait-il si ce fil fragile de la diplomatie venait à rompre ?
C'est là que le scénario bascule dans l'inconnu, et c'est précisément ce que la vidéo du missile Fatah cherche à illustrer, le jour d'après l'échec des mots. Si les négociations de Genève ou de Mascate s'effondrent définitivement, on entre dans une phase où chaque acteur n'a plus que la force pour faire valoir ses droits. Pour l'Iran, le premier réflexe serait probablement une accélération brutale vers le breakout time, ce moment critique où il ne lui faudrait plus que quelques jours pour produire assez d'uranium hautement enrichi pour une ogive. C'est le levier ultime, mais c'est aussi celui qui déclenche mécaniquement l'option militaire chez ses adversaires. Dans ce contexte, la vidéo de la destruction du porte-avions USS Abraham Lincoln n'est plus une fiction, elle devient une doctrine d'emploi. Le scénario de rupture ne signifiait pas forcément une invasion terrestre massive, ce que personne ne souhaite, mais plutôt une intensification de ce qu'on appelle la zone grise. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, faite de cyberattaques contre les infrastructures pétrolières, de sabotage de navires en haute mer et de frappes de drones sur des cibles stratégiques. Si l'Iran se sent acculé économiquement au point que la survie du régime est en jeu, il pourrait être tenté de mettre à exécution la menace suggérée par son armement hypersonique. L'idée est simple, si nous ne pouvons plus exporter notre pétrole, plus personne ne le fera. Le détroit d'Ormuz deviendrait alors le théâtre d'un affrontement technologique sans précédent où des missiles à 15 fois la vitesse du son tenteraient de saturer les boucliers de la marine américaine. C'est un pari extrêmement risqué pour Téhéran, car une seule erreur de calcul, un seul navire américain coulé et la réponse de Washington serait totale, visant probablement l'ensemble du complexe militaro-industriel iranien. D'un autre côté, il y a l'effet de contagion régionale. Un échec des négociations libérerait totalement les mouvements alliés de l'Iran, de la mer Rouge jusqu'à la Méditerranée. On verrait une coordination accrue des attaques créant un front multiple que les systèmes de défense classiques auraient du mal à contenir. C'est l'un des points de blocage majeurs des discussions actuelles. Les Américains exigent que l'Iran bride ses alliés, tandis que Téhéran considère ces groupes comme sa seule assurance vie face à une supériorité aérienne occidentale écrasante. Sans accord, cette défense d'avant-poste devient une arme offensive majeure. Le risque réel n'est pas tant une guerre planifiée qu'un engrenaille accidentel. Un test de missile qui dévie, un drone qui frappe une base américaine par erreur ou une interception qui tourne mal. C'est dans cette incertitude que réside le véritable danger, car dans le vide laissé par la diplomatie, ce sont les militaires et les algorithmes de défense qui prennent les décisions en quelques fractions de seconde. Une vue satellite nocturne du détroit d'Ormuz, où les lumières scintillantes des pétroliers en file indienne contrastent violemment avec les silhouettes sombres et menaçantes des navires de guerre en patrouille. On distingue, par un effet de lumière infrarouge, le sillage thermique d'une vedette rapide iranienne qui coupe la trajectoire d'un destroyer, illustrant la tension palpable et le risque permanent de collision dans ce goulot d'étranglement du monde. Après des mois et parfois même des années de ce que l'on pourrait appeler une diplomatie de l'ombre, faite de discussions indirectes, de pauses interminables et de tensions médiatiques savamment orchestrées, une question finit par occulter toutes les autres. Où tout cela peut-il bien nous mener ? On a le sentiment que les négociations entre l'Iran et les États-Unis sont entrées dans une phase de fragilité extrême, une sorte de zone d'incertitude stratégique où rien n'est totalement bloqué, mais où rien n'est véritablement réglé. C'est un équilibre instable qui repose sur 3 trajectoires possibles, chacune portant en elle ses propres risques et ses propres espoirs. Il y a d'abord l'idée d'un pacte fragile, un accord que l'on pourrait qualifier de limité ou de temporaire. On ne parlerait plus ici de ce grand traité historique qui avait marqué les esprits en 2015, mais plutôt d'un compromis pragmatique, presque chirurgical. Dans ce cadre, Téhéran accepterait de mettre un coup de frein à son enrichissement d'uranium, notamment sur les niveaux les plus sensibles qui inquiètent la planète, en échange d'une bouffée d'oxygène économique très ciblée. On parle ici de permettre à nouveau certaines exportations pétrolières pour remplir les caisses de l'État iranien. L'objectif profond d'un tel scénario n'est pas la paix durable, mais l'achat de temps. Pour Washington, c'est le moyen d'écarter le spectre d'une escalade immédiate tout en gardant le programme nucléaire sous surveillance. Pour l'Iran, c'est une manière de soulager une population qui souffre des sanctions sans pour autant sacrifier ce qu'ils considèrent comme leur souveraineté technologique. Mais ce chemin reste précaire, car il dépend totalement de l'humeur politique à Washington et des luttes de pouvoir à Téhéran. Le second scénario, sans doute le plus réaliste si l'on observe froidement la situation actuelle, est celui du statu quo tendu.
On resterait dans cette situation où les discussions se poursuivent de manière indirecte sans jamais déboucher sur une percée majeure. L'Iran continuerait ses activités nucléaires à un niveau qui reste juste en dessous de la ligne rouge, mais suffisamment élevé pour maintenir la pression. Les États-Unis, de leur côté, garderaient l'essentiel de leurs sanctions tout en évitant l'affrontement frontal. C'est ce qu'on appelle une stratégie d'équilibre de l'abîme. Chaque camp teste les limites de l'autre sans jamais franchir le seuil fatidique de la crise ouverte. Cependant, cette situation est un baril de poudre. Le moindre incident mal calculé, qu'il s'agisse d'un sabotage, d'une cyberattaque ou d'un accrochage en mer, pourrait suffire à faire basculer ce calme apparent dans un chaos incontrôlable. Si vous appréciez ce genre d'analyse qui prend le temps de décortiquer les coulisses du pouvoir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. C'est ce qui nous permet de continuer à produire ce travail de recherche indépendant et fouillé. Le troisième scénario, le plus sombre, est celui de l'échec total. Si le fil de la diplomatie finit par rompre définitivement, la tension monterait à une vitesse fulgurante. On verrait alors l'Iran accélérer son enrichissement d'uranium pour se rapprocher de ce qu'on appelle le seuil technique nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire. Face à cela, Washington n'aurait plus beaucoup d'options. Soit renforcer des sanctions déjà maximales, soit envisager l'option militaire. Ce serait le saut dans l'inconnu. Un tel échec ne signifierait pas forcément une invasion terrestre, mais il augmenterait considérablement le risque d'une frappe préventive, notamment de la part d'Israël, qui voit dans l'atome iranien une menace existentielle absolue. La dynamique changerait du tout au tout, transformant une dispute diplomatique en une conflagration régionale majeure. Une carte du Moyen-Orient affichée sur un écran de contrôle haute technologie dans une salle de commandement obscure. Des vecteurs rouges partent de plusieurs bases environnantes pour converger vers les sites nucléaires de Natanz et de Fordo, tandis que des icônes de flotte navale scintillent nerveusement dans le détroit d'Ormuz, illustrant la précision et la froideur d'un plan d'intervention militaire déjà prêt à être activé.